très intéressante. Donc, ce que je voudrais vous présenter c'est les résultats d'une étude empirique, d'une étude express, même, mais on l'a fait avec Monsieur Andreev et Sergeyev, et c'est l'étude qu'on a fait ensemble. Donc ici, il s'agit de l'adaptation des entreprises industrielles russes de tailles différentes au choc d'aujourd'hui. Donc, bien évidemment, comme c'est la tradition ici dans cette salle, chaque étude empirique est incrustée dans le cadre des conclusions plus générales et même philosophiques. Boris Nikolaevitch et Igor Alexandrovitch ont fait des références à l'ONU, et bien évidemment, je dois aussi correspondre à cet haut niveau. Donc même cette étude empirique très simple va correspondre aux hauts standards de la philosophie. Donc c'était une préambule très ironique, et bien évidemment que comme je ne parle pas le français, c'est en partie en anglais. J'espère que ça va éclaircir le contenu un peu. Ce qui est important ici, c'est que bien évidemment que l'étude elle-même et les conclusions se basent sur la conception que je développe avec mes collègues et mes co-auteurs. C'est l'idée de domination qui nous permet de redistribuer les revenus. Mais c'est ça qui est la domination. La domination redistribue les revenus. Et c'est comme ça que l'économie russe opérait pendant quelques décennies. On envoyait une partie de notre revenu aux structures qui dominaient notre marché, aux grandes sociétés qui dominaient le marché russe. Il y a beaucoup de confirmation de cette structure, et moi, normalement, je pose des questions assez simples. Comme par exemple, est-ce que l'économie russe est efficace? Bon, beaucoup de gens disent que non, parce qu'il n'y a pas de progrès scientifique, il n'y a pas de beaucoup de choses. Mais moi, je pose la question, est-ce que d'autres économies, soit l'économie allemande, soit l'économie française, pourraient survivre avec le coût de financement comme nous l'avons, avec le niveau de la corruption qu'on observe ici et avec les autres circonstances, et en même temps, tout en restant efficace et en montrant la croissance positive, 2%. Je pense que cela, en fait, confirme que les structures dominantes, ils contrôlent la croissance, ils retiennent une partie de revenus et sortent cette partie de revenus de l'économie. Et donc, dans ce cas, l'absence de cette domination, c'est en ressource, c'est la partie qu'on peut utiliser. Mais en fait, la cession de domination, n'est pas égale à la croissance, c'est le source de la croissance. Il faut voir ce qui se passe aux sociétés, aux entreprises russes. Et c'est pourquoi on a fait cette étude. Donc, on a utilisé
la base de données Spark par Interfax. On a pris 2000 entreprises avec les revenus cumulatifs de 800 millions de roubles. On a vu 8 secteurs et puis on a défini des périodes de 2018 jusqu'à 2019, 2020, 2021 et 2022. Et après, on a essayé de voir ensemble les sociétés affiliées comme le groupe de sociétés Magnit, le groupe de sociétés Gazprom. Donc, si il y avait des affiliations évidentes, on a essayé de les regrouper. Cette partie de travail demandait beaucoup d'efforts. Nous avons regardé aussi les rapports des sociétés propres et ils écrivent eux-mêmes quels sont leurs subsidiaires, quelles sont les filiales, etc. Donc, c'est un travail qui demandait pas mal d'efforts et qui n'était pas inutile. Je dirais même que c'était intéressant. Quels résultats a-t-on obtenu? Je ne vais pas vous donner tous les résultats, mais je vais citer les résultats principaux. Sur les deux diapos suivantes, vous allez voir une répartition d'après les secteurs, d'après les groupes de sociétés. Nous avons identifié le groupe leader dans chaque secteur. Et donc, cette société leader, ce groupe leader peut changer ou pas changer. Par exemple, dans le secteur pétrolier et gazier, dans le secteur de charbon, dans le secteur des métaux non ferreux, ce groupe leader ne changeait pas et même les bénéfices, les profits ont augmenté. Mais si on compare ce groupe avec le groupe sans prendre en compte les sociétés affiliées, avec ces sociétés, la croissance est importante, mais si on ne prend pas en compte les sociétés affiliées, la croissance est petite, même négative. Donc, ces grandes sociétés ont reporté les activités qui y étaient liées à d'autres sociétés plus petites. Cela peut être lié à des services de flotte de l'ombre ou d'autres choses. Mais si avant, c'était la société principale même qui avait plus de croissance, ensuite, on a vu cet effet de reporter ces services sur les sociétés affiliées. Donc voilà, il faut juste faire cet accent. Si nous regardons ce secteur, secteur pétrolier et gazier, ensuite euh, secteur chimique, et un certain nombre d'autres secteurs nous ont montré une dynamique différente. Là, on voyait plus de croissance dans la deuxième couche des sociétés. Donc, non pas les secteurs leaders et non pas les sociétés affiliées avec les sociétés leaders, mais la deuxième couche des sociétés. Et voilà, sur cette diapo-là, cela nous parle d'une autre tendance, peut-être. Peut-être que les leaders vont changer. Bon, c'est une raison de suivre la situation. Cela ne prouve rien pour l'instant. Peut-être c'était par hasard, mais en tout cas, il faut regarder ce qui se passe dans la lutte pour la compétitivité dans ces secteurs, parce que si de nouveaux leaders apparaissent, ils vont commencer à obtenir plus de rentes institutionnelles, ils vont obtenir plus de ressources, etc. Comme c'est Alpha Business qui le fait par rapport à d'autres groupes de business. Troisième groupe, c'est la construction des machines et
à un certain degré, c'est l'industrie légère aussi. Dans le secteur de la construction des machines, les leaders ont changé complètement. En fait, c'est un groupe un peu bizarre parce que on pouvait voir une dizaine ou une douzaine de sociétés qui étaient leaders, mais même cette douzaine, enfin, la plupart de ces sociétés ont quitté le marché parce que là, on avait des sociétés allemandes, etc. Les sociétés chinoises sont venues, certaines sociétés russes ont sauvegardé ou même renforcé leur position. Voilà, on le voit très bien dans l'automobile. Lada et Moskvich ont sauvegardé leur position et essayent de faire quelque chose. Mais ce n'est pas encore une tendance, c'est juste une raison pour suivre cette tendance, pour regarder ce qui va se passer. Donc c'est une raison de suivre cette tendance. Comme l'étude est une étude express, les conclusions sont aussi des conclusions express. Si on compare les chocs de 2020, on voit, d'après les réactions de ces mêmes groupes de sociétés, que la réaction portait en caractère structurel. Quelque chose a augmenté, quelque chose a diminué, mais ce n'était pas, enfin, ce n'était pas des changements de principe, mais les changements institutionnels ont commencé après 2022. Donc là, vraiment, l'architecture du marché a commencé à changer. Et voilà, des sociétés occidentales ont quitté le marché, le rôle de l'État s'est renforcé. On voit le changement des propriétaires. Ces changements sont déjà institutionnels. Le changement des leaders, la consolidation des business, le changement de concurrence pour les positions leaders. Voilà, ce sont des euh, précurseurs de nouvelles tendances. On va voir si ces tendances seront réelles, vont continuer ou pas. Ensuite, une conclusion importante, d'après moi, c'est que, oui, bien sûr, c'est une étude express. Bien sûr, on avait les données seulement pour 2022 quand nous avons commencé cette étude. Oui, bien sûr, on peut faire la même étude avec les résultats de 2023 et dans un certain temps avec les résultats de 2024. Mais il me semble intéressant de se poser. Le résultat, c'est peut-être déjà que nous avons la possibilité de formuler des hypothèses de plus haute qualité pour les études suivantes, ce qui est déjà très important. Voilà, je vais conclure avec cela. Merci. Merci pour votre présentation. Y a-t-il des questions après la présentation de professeur Blochin? Hélène, vous avez la parole. Merci Dima. Merci aussi pour cette présentation rapide et stimulante. Et ma remarque, c'est qu'il me semble que nos collègues ont déjà partiellement commencé à répondre à la première question de Jacques. Ils ont déjà mis en œuvre la méthodologie qui va pouvoir donner des réponses pour savoir si le nouveau panorama institutionnel des entreprises russes permet un développement durable et soutenable dans l'économie russe. Voilà, je voulais les féliciter de leur réactivité aux demandes de Jacques et de Boris Porfiriev. Merci. Donc, si possible, je vais poser ma question. Est-ce que je comprends bien que un résultat des crises de ces derniers temps
C'est encore une fois le business, les grandes entreprises, les très grandes entreprises qui ont gagné et les entreprises de taille moindre ont perdu. Ce sont les très grands business qui ont gagné dans les secteurs où c'était des très grandes sociétés russes. Mais il y a des transformations à l'intérieur de ces business. On répartit tout cela vers des sociétés subsidiaires. Est-ce que cela va provoquer un allongement de chaîne ou une transformation des processus de production ou en basculement vers un autre domaine d'activité? Peut-être, mais peut-être c'est euh, c'est une activité financière commerciale qui s'adapte aux réalias de ce marché de l'ombre ou des importations parallèles et voilà, des processus pareils. C'est possible aussi. Donc, les deux sont possibles. Quelque chose se passe. Ça, c'est pour sûr. Donc, la configuration au sein de ces très grands business change. Dans d'autres secteurs, on peut proposer l'hypothèse que euh, le changement des leaders est possible. Dans ce cas-là, ce sera vraiment un basculement où les uns vont partir, les autres vont venir et les rôles sur le marché peuvent changer. Le rôle du business étranger change, même non pas du business qui est présent ici, mais le rôle de toutes les structures qui agissaient autour de lui, qui fixaient les standards de maintenance, les services techniques. Siemens, ce n'est pas juste une société qui fabriquait et vendait ses produits. Il déterminait toute une gamme de standards de maintenance de ces appareils. Pour l'instant, cette niche est libre, mais bien sûr, elle sera occupée par quelqu'un. Et donc, il y a des processus différents dans des secteurs différents. Bon, je parlais même peut-être pas des relations entre les sociétés, entre les grandes sociétés et les très grandes sociétés, mais des relations entre les très grands business d'un côté et les PME ou les relativement grandes sociétés de l'autre. Parce que quand on regarde cette situation du point de vue macroéconomique, tout peut paraître très bienveillant, on peut dire. Donc, les très grandes entreprises garantissent une haute efficacité, une haute productivité du travail, une haute productivité des appareils techniques, l'introduction de nouvelles technologies et finalement le haut pourcentage de la croissance de la production industrielle et même du PIB. Mais quand nous regardons comment se développent les événements dans les régions, par exemple, on voit que dans les régions où fonctionnent des grandes et des très grandes sociétés, tout va plus ou moins bien, mais dans les régions où ces sociétés manquent, euh, ça ne va pas très bien. On voit apparaître des zones euh, où il n'y a pas de prospérité, où il n'y a pas de bien-être. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Dans ce, sur ce plan-là, comment est-ce que vous évaluez les processus qui se passent? Bon, une formule simple pour la réponse. Les grands business et les très grands business attirent les ressources des autres business, leurs bénéfices, leur accès aux ressources de haute qualité. Ça, c'est toujours le cas. La situation où nous vivions avant ces derniers temps était la suivante. Les grands business étrangers attiraient une grande partie des ressources des PME russes et même des grands business russes. Voilà, c'est ça que j'appelle la domination. Donc, si cette domination se réduit, et on voit que ça se réduit, les régions, les PME, les grandes sociétés russes ont maintenant la possibilité
d'avoir plus de ressources, mais il faut savoir les utiliser quand même. Ce n'est pas juste que voilà, on l'a obtenu et la croissance a commencé. Comment est-ce que cela va être distribué parmi les régions? Si on regarde les grandes entreprises et les PME, il faudra faire des études sur des périodes plus longues et regarder plus de processus, plus de tendances, de chiffres, etc. Une précision. Donc, vous voyez des basculements positifs en faveur du business russe, c'est sûr, mais comment est-ce que cela va se redistribuer parmi les régions? Ce n'est pas clair. Est-ce que je vous ai bien compris? D'accord. Monsieur Frolov, votre question? Merci. J'ai la question suivante. Je pense que tout le monde la connaît, mais je voudrais la souligner encore une fois. Depuis le 1er juin, le rédacteur en chef des éditions Commerçant a changé. En fait, Alisher Ousmanov, il réduit le volume de son business en Russie. Il change de juridiction. C'est un moyen de d'éviter les sanctions occidentales. Oui, une partie de son business est enregistrée en Kazakhstan, etc. Et donc, les pays de l'Union économique eurasiatique, là, il y aura une partie des flux économiques, mais les capacités industrielles resteront en Russie. Mais est-ce que ce seront les business russes? Parce que quand on change de juridiction, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Euh, Est-ce que peut-être les conditions de fonctionnement vont changer? Est-ce que ce sera le business russe ou le business international? Mais vous connaissez la réponse à cette question vous-même. Non, ce ne sera pas le business russe. La question suivante, est-ce que c'était un business russe? Bon, avec des réserves. Quelle est la sortie de cette situation? Bon, quand des sociétés mondiales vont euh, placer ici leurs États quartiers et les capacités industrielles dans d'autres pays. Voilà. Merci. Oleg, je vois votre main levée. C'est une question ou vous voulez faire un commentaire? Je voulais en fait parler des innovations de rupture. Et oui, j'ai une question à Andrei. Il a prononcé une phrase concernant le fait que les fabricants, les producteurs allemands ont quitté le marché et les Chinois sont venus. Euh, Est-ce que quelqu'un des Chinois s'est enregistré là-bas? De quoi est-ce que vous parlez? D'après, si je comprends bien, c'est une question à professeur Blochin. Oui, il y a des sociétés euh, qui sont venues et qui produisent même quelque chose ici. Bon, produisent, d'habitude, c'est l'assemblage en utilisant les usines russes, mais d'accord, j'ai compris. Donc, ce sont les vendeurs qui... D'accord. Non, avant, on avait aussi des vendeurs. Oui, oui.